Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Futura Science pour un nouveau live qui va concerner la question de la transmission des sciences intitulé Le doute des sceptiques. Pour animer ce live, je suis en présence de trois invités, membres de la plateforme vidéo Skepticon, dédiée à la zététique, à l'esprit critique et au scepticisme de manière plus générale. Samuel Buisseret, membre du comité para et vidéaste de la chaîne Monsieur Sam, point d'interrogation. Elisabeth Feiti, créatrice et présentatrice du podcast Méta de choc, et Christophe Michel, membre de l'Observatoire zététique et vidéaste de la chaîne Hygiène Mentale. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut. Bonjour Julien. Mes trois invités, ils sont connus dans le milieu de la vulgarisation scientifique francophone pour avoir une approche qui s'attelle à la compréhension de l'autre pour transmettre efficacement leur contenu. Pour illustrer la nécessité de cette approche, dont je partage avec eux la conviction qu'elle est efficace, j'aimerais citer quelques lignes d'un ouvrage de Gaston Bachelard, philosophe des sciences du XXe siècle. La formation de l'esprit scientifique, je cite page 21. Les professeurs de sciences imaginent que l'esprit commence comme une leçon, qu'on peut toujours refaire une culture nonchalante en redoublant une classe, qu'on peut faire comprendre une démonstration en la répétant point par point. Ils n'ont pas réfléchi au fait que l'adolescent arrive dans la classe de physique avec des connaissances empiriques déjà constituées. Il s'agit alors non pas d'acquérir une culture expérimentale, mais bien de changer de culture expérimentale, de renverser les obstacles déjà amoncelés par la vie quotidienne. Fin de citation. Bien sûr, il faut remettre ces propos dans leur contexte. À l'époque de Bachelard, les sciences de l'éducation et de la pédagogie n'étaient pas encore très développées. Mais ce qui m'intéresse dans ce propos, c'est ce qu'on peut en déduire plus largement. En effet, on comprend à l'aide de ce propos que si l'enseignant, le médiateur, le vulgarisateur, le journaliste scientifique ou n'importe quelle autre profession ayant pour but de transmettre certaines composantes de l'esprit scientifique ou de ce qu'on appellera l'esprit scientifique, ne prend pas le temps de comprendre la personne, son logiciel de pensée en somme, à qui il souhaite transmettre, c'est alors peine perdue. Nous avons tous une façon d'appréhender le réel, nous sommes tous exposés à des informations de nature différente, nous sommes tous soumis à nos biais cognitifs. Dès lors, imaginez une discussion avec deux personnes n'ayant pas la même approche pour appréhender le réel, exposées à des informations rigoureusement différentes et ayant des convictions féroces ainsi qu'un biais de confirmation accru. La seule chose à laquelle nous assisterons, c'est un dialogue de sourds. C'est pourquoi il semble crucial, afin de pouvoir bien discuter d'un sujet, d'escalader les argumentaires afin d'en retrouver les fondements. Cela permet, en plus de comprendre l'autre et son cheminement de pensée, d'identifier les points de délogique sur ce qu'on pense être une bonne méthode pour produire de la connaissance et idéologique sur nos valeurs, l'idéal de société que l'on souhaite voir advenir, qui sont à la base même de toute réflexion. Durant ce live, nous allons donc préciser les différentes composantes de ce qu'on peut transmettre lorsqu'on tente de transmettre ce que nous appelons les sciences ou l'esprit scientifique. Ensuite, nous parlerons de la pratique de nos trois invités, de leur parcours, des composantes qu'ils tentent de transmettre et de comment ils s'y prennent. Enfin, nous évoquerons les doutes et les questionnements qu'ils jettent sur leurs pratiques respectives. Sans plus attendre, commençons. Du coup, la première chose dont j'aimerais discuter avec vous, c'est de savoir plus précisément, mais somme toute assez brièvement, pour pouvoir quand même assez vite passer sur vos pratiques respectives et pour éviter de trop sortir de vos champs de compétences, ce qu'on entend quand on évoque la transmission des sciences ou de l'esprit scientifique. En somme, de quoi on parle. Je vais peut-être laisser la parole à Christophe pour commencer. Ben oui, d'accord, avec plaisir. Moi, je dis souvent qu'il y a plusieurs composantes différentes de ce qu'on appelle transmettre la science ou transmettre l'esprit scientifique. Il y a déjà transmettre le contenu de la science, c'est-à-dire les résultats qu'ont obtenus les scientifiques à travers les siècles sur l'espace, les atomes, la physique nucléaire ou la physique des particules. Et ça, c'est juste la vulgarisation scientifique. Et ça, il y a déjà plein de gens qui font ça à travers les blogs, sur des documentaires ou même des vidéastes. Moi, je me suis lancé à faire de la vulgarisation il y a 4-5 ans parce que je voulais vulgariser quelque chose de plus précis, c'est la méthode elle-même. Parce que ça s'apprend de savoir comment ça se pratique, la science. C'est quoi les méthodes qui permettent de communiquer entre les chercheurs, de vérifier les résultats des uns des autres, ou même juste le système de publication d'un article scientifique, la revue par les pairs, les réplications, tout ça. Moi, on ne me l'avait jamais appris à l'école. Donc ça, c'est un deuxième truc, c'est apprendre la méthode. C'est différent d'apprendre les conclusions.
Et puis, surtout, moi, ce qui m'intéresse, moi, personnellement, c'est encore un truc encore différent. Moi, ce que je passe le plus de temps à vulgariser, c'est la pensée critique. La pensée critique, je pense qu'elle devrait s'inspirer un petit peu plus que ce qu'on fait d'habitude de la méthode scientifique, mais ce n'est pas exactement la méthode scientifique. La pensée critique, c'est quand on est face au bordel que c'est les résultats de la science. Comment est-ce que moi, personnellement, qui ne connais pas grand-chose, je peux faire pour me faire une opinion? Des études scientifiques, ouais, c'est là-dessus qu'il faudrait se baser, mais il y en a 13 qui disent oui, ça existe, il y en a 7 qui disent non, ça n'existe pas. Il y a des avis d'experts avec des gens qui ne sont pas forcément d'accord. Et puis là, il y a une toute nouvelle étude qui dit le contraire de ce que je viens d'entendre la dernière fois. Comment est-ce que moi, je peux arriver à organiser tout ça pour me faire ma propre opinion? Et ça demande plein de compétences transversales, un petit peu d'éducation aux médias en particulier, parce que je pense que savoir comment est créée l'information que je lis dans mes médias ou sur les réseaux sociaux, c'est important parce que c'est par là que toutes les informations m'arrivent. Il faut arriver à décrypter tout ça, mais aussi plein d'autres trucs. Hein. Comment est-ce qu'on raisonne comme il faut? Quels sont les pièges de la pensée les plus courants sur lesquels il faudrait éviter de trébucher? Et ça, justement, ça m'amène à un quatrième domaine qui est encore un peu différent. C'est le retour sur ma propre façon de penser à moi. Comment est-ce que moi je pense? Quels sont mes défauts de pensée personnels que je peux essayer d'identifier? Et comment est-ce que je peux essayer de me faire un petit peu de développement personnel pour essayer de les corriger? Ce qu'on appelle un peu la métacognition. Voilà. Et moi, j'ai décidé d'essayer de vulgariser un petit peu les trois derniers dont je viens de parler, mais sans jamais faire de vulgarisation scientifique au sens de la vulgarisation des résultats scientifiques. Parce que j'ai l'impression que c'est même un petit peu antinomique quand on donne son opinion sur, je ne sais pas moi, la chloroquine, sur les vaccins, sur le glyphosate ou sur la mort des abeilles. On a tout de suite une sorte de parti pris, puis en plus, ça nous pousse un petit peu à traiter l'actualité, les sujets un petit peu chauds, qui sont justement dans cette zone un peu floue où tout le monde n'est pas d'accord. Donc j'essaye de me limiter à traiter les résultats de la science, et encore plus l'actualité, pour me focaliser un peu plus sur la pensée critique. Et les autres vidéastes là vont nous dire un petit peu, eux, sur quoi est-ce qu'ils ont basé leur sujet. Moi, c'est plutôt les trois derniers dont je viens de parler. Ok, du coup, on va parler de ça dans la deuxième partie. Là, du coup, Elisabeth, tu aurais quelque chose à rajouter sur qu'est-ce qu'on entend quand on parle de transmettre les sciences? Non, je pense que Christophe l'a bien résumé, les 4 points majeurs de ce que comprend la transmission des sciences. Moi, personnellement, je m'intéresse plus particulièrement à la métacognition, c'est-à-dire la manière dont on reçoit ces informations et dont on les traite à titre personnel, à titre individuel, et comment nos biais personnels, notre expérience passée ou nos capacités innées biologiques comme l'instinct ou les biais de perception et d'interprétation jouent beaucoup dans notre appréhension des sciences, de la connaissance au sens large. Mais pour moi, les 3 autres points qui sont la méthode scientifique, les données scientifiques à proprement parler, les résultats, et puis l'esprit critique sont aussi extrêmement importants. C'est évident. On ne peut pas faire de la métacognition de manière efficace sans avoir des bases. Et s'il y a des bases scientifiques, bien sûr, avoir ces bases-là au minimum. Les faits avérés. Ok, donc du coup, si je résume, on a la méthode, on a les données, on a la pensée critique et on aurait la métacognition. Sam, tu as quelque chose à rajouter ou tu peux nous dire peut-être, toi, ce sur quoi tu travailles? Alors, c'est difficile de passer après 2 excellentes descriptions comme ont fait Elisabeth et Christophe. Allez, j'ose, je vais frimer, je vais aussi citer du Bachelard. Bah oui, écoute, on est dedans. Qui disait ce truc, Étienne Klein répète souvent, mais là je vais le citer en complet: le cerveau est l'obstacle à la pensée scientifique. Il est un obstacle en ce sens qu'il est un coordinateur de gestes et d'appétit. Il faut penser contre le cerveau. Et ça résume à peu près tout. Et à partir de là, j'ai envie de dire que mon constat à moi, c'est que tous les terrains vont être exploités, que ce soit les terrains pour transmettre de la connaissance, pour transmettre de la méthode, pour transmettre de l'esprit critique ou de la science, etc., tout ce qu'on veut.
Et comme ils vont tous être exploités, les bons comme les moins bons, moi j'ai choisi d'exploiter des terrains plutôt dangereux, dans lesquels je me trompe souvent, dans lesquels je me casse souvent les dents. C'est évidemment l'actualité, comme le dit Christophe, et je suis parfaitement d'accord avec lui, c'est un contresens, mais j'ai le sentiment que ça doit être fait, et j'aurais peur que quelqu'un d'autre que moi le fasse, pour être parfaitement honnête. Et j'aime bien aussi le côté échec-erreur, essai recommencer que traiter l'actualité me permet de faire. C'est-à-dire que moi, ça me permet vraiment de progresser par l'échec, par le contact avec l'imprécision. Oui, c'est-à-dire de montrer, de faire une erreur et de montrer par quel processus et de corriger ton erreur par la suite. C'est ça. Alors évidemment, ça fait fort référence à mon actu, mais c'est quand même un truc qui est assez constant sur ma chaîne, cette espèce d'oscillation entre de la transmission de savoir un peu plus calme, et puis tout d'un coup, on va plutôt je vais essayer d'aller toucher les parties un peu brûlantes, les parties un peu limites, et voir où s'arrête la méthode et où commence l'idéologie, où commence le militantisme, etc., dont on ne peut pas vraiment se séparer. Donc il y a aussi une espèce de contrat un peu hypocrite. Est-ce qu'on peut vraiment transmettre uniquement de la méthode? Bah non, on ne peut pas. Donc il y a eu tout un débat récemment sur le positionnement politique des zététiciens, le fait qu'il est nécessaire de l'afficher un peu plus, parce que sinon, à ce moment-là, les gens remplissent les vides avec leurs propres a priori, etc. etc. Enfin, c'est des questions très, très complexes, quoi. Je suis peut-être en train de griller les 25 sujets de l'émission, là, en fait. Mais, Christophe, peut-être que tu veux nous dire, parce que Sam parle et moi aussi j'ai parlé de zététique et de zététicien, ce que c'est un peu plus la zététique et les zététiciens, et peut-être nous en dire plus sur le sujet dont toi tu traites, donc la pensée critique. Ouais, tu veux parler du mot zététique en quelques minutes, d'où ça vient? Oui, de savoir ce que c'est la zététique et les zététiciens, peut-être que pas tout le monde sait ce que Bien sûr, c'est. bah, c'est un mot un peu bizarre, c'est un mot qui a l'air un petit peu, qui fait secte, qui fait étrange, et il a ses avantages et ses inconvénients. En fait, c'est un vieux mot qui était utilisé déjà dans la philosophie de l'Antiquité. Il y avait des mouvements de Grecs qui se proposaient de vérifier et d'évaluer la raison des choses. Pourquoi est-ce que ceci doit marcher comme cela ou pas? Et c'est le mouvement qui s'appelle le scepticisme antique, philosophique. Et puis c'est un mot qui est vite tombé aux oubliettes pendant des siècles, peut-être même des millénaires. Personne n'en avait vraiment jamais entendu parler. Il y a un mathématicien au Moyen-Âge arabe qui l'a ressorti pour définir une sorte d'algèbre, parce qu'effectivement, ça lui permettait de raisonner correctement et de tirer des conclusions. Voilà, c'est une utilisation qui est vite tombée dans l'oubli aussi rapidement, et puis après on n'en a plus jamais entendu parler. Il y a en Angleterre, au 19e siècle, un type qui l'avait ressorti parce qu'il a essayé de faire une petite expérience un peu troll, savoir si jamais je prétendais que la Terre était plate, quels arguments les gens me donneraient pour justifier que la Terre, non, en fait, elle est ronde. Et bien sûr, les arguments que donnent les gens comme ça, les premiers qui viennent à la tête, c'est des arguments tout pourris, tout nuls. Et donc, ça permet de faire un petit peu d'épistémologie, de discussion, et puis il appelait ça la zététique astronomie. Donc maintenant, c'est un mot qui est, dans le monde anglo-saxon, attaché à ces histoires de terre plate. Donc, cherchez pas le mot zététique dans les articles anglais. Hein. C'est que des choses très attachées à ceux qui défendent la terre plate. En France, c'est Henri Brock qui l'avait ressorti, probablement inspiré par Marcello Truzzi, un philosophe américain, italien, il voulait un nouveau mot pour désigner le scepticisme, parce qu'il trouvait qu'en français, être sceptique, ça a une connotation un peu négative. Dans l'esprit de quelqu'un, un sceptique, ce serait celui qui ne croit pas par défaut, par principe, même face aux preuves qu'on lui mettrait sous le nez. Ce qui n'est pas du tout ce que moi j'appelle le scepticisme, par exemple, qui est au contraire l'idée il faut douter de tout, même des choses qui nous ont l'air évidentes, mais quand il y a des preuves suffisantes, alors il faut arrêter de douter. Et bien sûr, il faut se mettre à croire en la chose en question. Mais pour pas utiliser le mot scepticisme, il a ressorti des tiroirs ce vieux mot zététique. Et lui, il n'a jamais utilisé zététicien. Et je crois que c'est un mot très récent.
de gens qui se étiquettent soi-même zététiciens. Moi, ça m'est jamais arrivé d'utiliser ce mot-là, par exemple. Je suppose que ça veut juste dire des personnes qui essayent d'avoir des raisons de croire ce en quoi ils croient. On peut remplacer ça par scepticisme. D'accord. Est-ce que tu veux nous parler plus largement de la pensée critique que tu essaies de transmettre et de comment ça se passe quand tu crées un contenu? Sur quoi tu te bases? Quelles questions tu te poses? Alors, ouais, moi, c'est très simple. Moi, je suis actif dans une association basée à Grenoble qui s'appelle l'Observatoire Zététique, qui est une association qui s'intéresse en particulier aux phénomènes paranormaux et aux autres affirmations extraordinaires. Ça peut être, par exemple, des apparitions mariales ou des miracles religieux. Et puis aussi quelques prétentions de thérapie alternative, un peu étranges et étonnantes. Et c'est que des sujets sur lesquels il n'y a pas beaucoup de recherche scientifique. Donc, c'est des sujets sur lesquels, pour se faire une opinion, utiliser juste la méthode, tu n'as qu'à juste te fier aux études scientifiques sur le sujet. Ça, c'est une méthode qui ne marche pas trop parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études scientifiques sur la radiesthésie, le pendule, la voyance, la boule de cristal, la tarologie, ou même sur les apparitions mariales ou sur l'efficacité de l'urinothérapie, par exemple. Et donc, c'est des sujets sur lesquels l'exercice de se faire sa propre opinion, la pensée critique, c'est pas juste aussi simple que la caler sur le corpus scientifique existant, qui, sur ces sujets-là, est très faible. Et ben, donc, on se propose soit d'essayer de réfléchir à la plausibilité antérieure de ces phénomènes. Alors, est-ce qu'il y a des raisons qui nous permettraient d'imaginer que l'on puisse être justifié à croire cela même sans preuve expérimentale? Parfois oui, parfois non, ça c'est vraiment très difficile à faire. Et puis, sinon, essayer de créer soi-même des expériences. Donc, on travaille avec des radiesthésistes, des gens qui manipulent le pendule ou qui peuvent guérir avec la position des mains ou en faisant des prières. Et puis, on essaie de mettre en place des petits protocoles à notre niveau associatif. C'est pas un niveau scientifique. Nous, on ne publie pas, on ne soumet pas nos résultats dans les publications avec revues par les pairs. Mais c'est juste des prétextes pour faire un petit peu de pédagogie à qu'est-ce que c'est qu'un protocole, pourquoi c'est important de faire ça en aveugle, voire même en double aveugle, parce qu'il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte qu'il y a plein de suggestions que l'expérimentateur reçoit et qui peuvent influer sur sa conclusion. Donc faire ça de façon contrôlée, randomisée, en aveugle, voire même en double aveugle, ça permet même aux praticiens de mieux comprendre leur pratique. Un radiesthésiste qui chercherait de l'eau avec sa baguette de sourcier, s'il part juste de la conclusion que moi, à chaque fois que j'essaye, ça marche, il pourrait en déduire que ça marche grâce à un don ou à un fluide électromagnétique, quelque chose comme ça, sans se rendre compte que si ça se trouve, quel que soit l'endroit où on creuse dans ma vallée, là, moi j'habite au fond d'une cuvette, une vallée très humide, mon avis, n'importe où il y a un peu de végétation un peu verte, tu creuses suffisamment profond, tu trouves de l'eau. Hein. Donc si on trouve de l'eau partout, par exemple, du coup c'est normal de réussir quasiment à chaque fois. Et il y a plein de thérapies alternatives qui marchent un petit peu du même principe, qui marchent un peu sur la guérison naturelle des patients quand c'est des symptômes qui sont pas trop graves. Par exemple, je vois, il y a des symptômes de stress ou de dépression ou d'irritation. Et ça peut s'expérimenter. On peut essayer de faire des protocoles et de travailler avec les gens qui ont ces prétentions-là. Mais du coup, quand tu fais un contenu pour ta chaîne, par exemple, quelles questions tu te poses avant de faire une vidéo? D'ailleurs, je vais vous poser les mêmes questions à Elisabeth et à Sam juste après, si vous voulez réfléchir à votre réponse. Quand vous voulez donc transmettre, par exemple, Christophe, la pensée critique, Elisabeth, tu nous as dit que tu étais plutôt sur la métacognition, et Samuel sur l'actualité, sur les données, un peu de tout, un peu tout ça. Quelles questions vous vous posez? Comment vous faites? Quelles sont les réflexions en amont qui précèdent la création d'un contenu? Moi, c'est très simple. Et c'est là où je voulais revenir. Moi, mes sujets, ils me tombent tout cuit dans le bec par mon activité associative. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a bien travaillé sur un sujet, qu'on a bien approfondi le truc, et même que des années se soient passées, et qu'on y ait réfléchi à plusieurs, on finit par avoir des conclusions ou au moins une meilleure idée d'un sujet.
Et moi, je suis triste que ça reste juste à l'intérieur de notre petite association. On fait bien quelques articles sur notre blog que personne ne lit jamais. Et donc, je me décide d'essayer de cristalliser tout ce savoir acquis ou ces réflexions associatives en une capsule vidéo d'une vingtaine de minutes. Donc moi, mes vidéos, elles sont juste l'aboutissement d'une réflexion associative. Et c'est pas moi qui crée l'intégralité du contenu. Moi, je fais juste que cristalliser ça en une forme digeste et facilement ingérable par un public qui a juste 20 minutes à consacrer à ça. Donc souvent, tout ce dont je parle, c'est juste du travail de fond, du dérochage de sources, ou même des expériences qui ont été faites par des collègues à moi dans le cadre associatif, quoi. Et parfois, ça peut me prendre des années de faire des vidéos. Moi, j'ai des vidéos que j'ai commencé à soit écrire, soit commencer à faire des illustrations, soit commencer même à faire des bouts de montage qui traînent dans mes dossiers depuis des années, que je sortirai peut-être un jour. Du coup, ça m'empêche de traiter l'actualité. Et je me focalise juste sur les très vieux cas du paranormal, les apparitions d'ovnis, les diapositives de Roswell, les momies de Nazca. Voilà. C'est mes sujets, c'est les marottes de certaines personnes de mon association. Et je pille toutes leurs données et leurs conclusions pour agrémenter mes vidéos au fur et à mesure. Ok, Elisabeth, toi, tu t'intéresses plus à la métacognition, du coup. Comment ça se passe quand tu crées un podcast? Quelles sont les questions que tu te poses? Comment tu fais? Alors, déjà, bon, pour préciser ce qu'est la métacognition, pour le repréciser, c'est vraiment la réflexion sur la manière dont on pense. Donc, c'est vraiment se poser la question de savoir si on croit quelque chose ou si on croit connaître quelque chose, d'où ça nous vient, pourquoi on pense ce qu'on pense. Donc, comme je disais tout à l'heure, bien entendu, il est très important déjà de savoir si c'est basé sur des faits précis et si ce sont des faits avérés, prouvés par exemple, ce qui n'est pas toujours le cas, on ne peut pas tout prouver, la science ne prouve pas tout, mais en tout cas d'identifier d'où viennent nos pensées. Et bien souvent, nos pensées, nos modes de pensée viennent de notre éducation, de notre culture, de nos expériences passées ou de nos conditionnements innés, biologiques. Donc moi, en fait, ce qui m'intéresse au départ, et ce que je tente de transmettre avec mon podcast, c'est de trouver les moyens de nous départir des choses qui ne sont que des croyances, c'est-à-dire qui sont infondées, qu'on ignore qu'elles sont infondées en fait. Hein. On prend pour des choses certaines qu'on ne questionne même pas en fait, parce qu'elles nous paraissent évidentes. Donc quelque part, moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'amener chacun à se questionner sur ses propres modes de pensée, même quand il lui semble évident. Pourquoi ? Parce que la plupart de nos modes de pensée, si on ne les questionne pas, viennent en contradiction ou entravent nos raisonnements ou même quelquefois nous font souffrir. Et c'est là que la science est importante parce que finalement, avoir une connaissance scientifique, même si, comme moi, par exemple, moi je ne suis pas du tout scientifique au départ de formation, mais s'intéresser à la connaissance scientifique et comprendre comment elle est produite nous permet d'abord d'avoir des connaissances plus fiables que notre instinct, notre intuition, ou que ce que nos parents nous ont dit, ou ce que tout le monde pense parce que ça paraît évident. Donc ça nous permet de fonder nos raisonnements sur des choses plus fiables. Ça nous permet aussi, en connaissant comment la science est fabriquée, comment elle est conçue, donc c'est-à-dire qu'est-ce que la méthode scientifique, comment on arrive à un résultat, ça évite, je pense, de tomber dans ce qu'on appelle le scientisme, c'est-à-dire de faire de la science une nouvelle croyance. C'est-à-dire de se dire si c'est un scientifique qui l'a dit, c'est forcément vrai, ou si c'est dans Futur à la science, c'est forcément vrai. Donc non, la science, c'est pas ça. La science n'est pas une vérité avec un grand V, c'est un processus et une méthode. Donc connaître la manière dont la science est faite avec ses failles, avec les failles qui viennent en réalité des humains comme vous et moi qui font la science, connaître les erreurs des chercheurs, connaître les débats en cours, consensus ou pas consensus, tout ça, ça me paraît important. Et ça, c'est des choses que j'aborde dans mes émissions lorsque je traite de sujets qui sont en lien avec la science. Mais Vas-y, continue, je t'en prie. Oui, je pense aussi que le fait de connaître, d'avoir accès
ou de s'intéresser aux connaissances scientifiques, ça permet aussi, et ça c'est très important dans les sujets que j'aborde, d'identifier les pseudosciences. Parce que dès lors qu'on commence à comprendre comment la science se fabrique, eh bien, on peut au bout d'un moment se dire, tiens, est-ce que le Reiki ou est-ce que ce qu'on appelle la médecine quantique ou est-ce que la radiesthésie a été testé avec des protocoles qui sont rigoureux et qui essayent de trouver l'erreur, parce que c'est ça en fait, la science, elle essaie toujours de trouver le truc qui va faire que, ah ben non, on s'est trompé, cette chose n'est pas telle qu'on pensait qu'elle était, ou cette chose n'existe pas parce qu'on a, enfin, n'existe pas, non, c'est un peu difficile de prouver qu'une chose n'existe pas, mais cette thérapie, par exemple, n'est pas efficace pour les raisons qu'on croit, par exemple, parce qu'on a trouvé une faille, parce qu'on a trouvé une erreur, on a trouvé quelque chose qui ne fonctionne pas. Et dans les pseudosciences, eh bien, en fait, on n'applique pas du tout ce genre de protocole. On considère que ça a marché parce que ma voisine va mieux, ou moi, je me sens aussi beaucoup mieux après une séance de Reiki. Et ça, ce n'est pas des preuves. Donc, le fait d'avoir des connaissances scientifiques ou de comprendre la méthode scientifique permet aussi d'identifier les choses qui ne sont pas de la science et qui, quelquefois, prétendent l'être. Donc, si je comprends bien, si j'essaie de reformuler ce que tu dis, ton substrat de départ, donc c'est un petit peu les pensées des gens, les croyances qu'ils ont, et par ce biais-là, tu essaies d'identifier les problèmes aussi méthodologiques pour en revenir un petit peu à... C'est pas que de la métacognition, j'ai l'impression quand même. Oui, tout à fait. Ça aboutit aussi aux trois autres points dont on a parlé. Complètement. Alors, c'est vrai que je ne m'attaque pas à l'actualité, mais mes émissions de podcast alternent entre des émissions d'analyse et des émissions de témoignage. Alors, bien entendu, les témoignages ne font pas preuve, hein, ça c'est très clair, mais pour moi, c'est un moyen d'inviter, de montrer des exemples de personnes qui se sont posées des questions sur leur propre mode de pensée et qui les ont questionnées au point d'en changer. Donc, ça permet, c'est une invitation pour les auditeurs, en fait, à eux aussi se questionner et à voir ce que ça apporte de se questionner sur ces modes de pensée. Et puis, donc, l'autre type d'émission que je fais, ce sont des analyses. Et là, avec des experts, donc que ce soit des vulgarisateurs, des chercheurs, des personnes ou des praticiens même, quelquefois, qui ont une vraie connaissance des fondements de leur pratique, des fondements scientifiques. Et là, dans ces cas-là, on va toucher vraiment à des questions scientifiques. Et donc là, on va aborder les résultats scientifiques et on va aussi aborder les questions de méthode, les biais qu'on peut trouver dans la science, les erreurs qui ont pu être commises, ou l'histoire, la progression aussi des connaissances, et comment. Et là, à ce moment-là, on comprend. Enfin, je pense que c'est important de l'aborder, et je pense que ça apporte à la réflexion que oui, effectivement, aujourd'hui, l'état des connaissances nous permet d'avoir une forte présomption que oui, telle chose est établie, ou alors non, il n'y a pas de consensus aujourd'hui, on ne sait pas. Et ça aussi, je pense que c'est très important, c'est que la science, elle nous apprend aussi qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas et qu'on ne peut pas se prononcer. Et ça aussi, c'est une grande différence avec les pseudosciences ou les croyances au sens large, et que nous apprend la science, c'est qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas et qu'on doit accepter de ne pas savoir. On doit accepter de se dire à soi-même « je ne sais pas ». Ça, c'est très compliqué, c'est très difficile, mais ça me semble très important. Ok. Du coup, Sam, toi, Oui. c'est quoi ton substrat de base pour créer tes vidéos, et quelles sont les questions que tu te poses en amont, avant de les créer? Bah, écoute, la particularité de mon parcours, c'est que moi, j'étais très versé dans le complotisme début des années 2000, ce qui a duré une bonne dizaine d'années, et puis, etc., il y a eu des trucs. Donc, je sais bien comment on pense quand on est là-dedans, parce que j'étais dans une communauté aussi très New Ageuse, sans mauvais jeu de mots, très spirituelle, on tirait les tarots, etc. J'ai été visiter des crop circles, j'ai fait l'ufologue, etc. Enfin, on lisait la Bible, enfin, tu vois, on était vraiment dans un truc assez spécial. Donc, je vois bien comment on pense et surtout comment on pense ces trucs-là sans être parfaitement stupide. Ce qui est l'a priori qu'on a toujours en général, c'est un type qui croit que la Terre est plate, il est forcément stupide.
Très loin de là, très très loin de là, même pour un sujet comme la Terre plate. Et c'est même l'inverse, en fait, je dirais. Enfin, oui, alors, il y a des types stupides qui croient à la Terre plate. On va quand même pas se mentir, ça arrive quand même. On va pas, bon. Et donc, en gros, moi, j'ai commencé un peu par accident à faire de la zététique. Je rejoins Christophe sur le fait que le mot zététicien, c'est une hérésie, si on peut dire. Mais c'est comme ça que le public nous appelle, donc à un moment donné, forcément, la langue fourche et on l'utilise. Et donc, j'ai pris le pli de simplement raconter mon apprentissage de ces méthodes et comment ma façon de voir les choses a changé et profiter de mon exaltation de la découverte de certains pans de la méthode pour justement voilà, transmettre de la connaissance. Et il se trouve que dès le départ, j'ai fait ça en me basant sur les grands sujets du moment. Ça a commencé avec Gus DX, la chasse aux fantômes, puis il y a eu le fameux documentaire La révélation des pyramides, etc. Donc j'ai très très vite été dans l'actu, dans le sujet du moment. Puis je me suis diversifié en en discutant avec les personnes polémiques du moment, donc en faisant des conversations plus à portée épistémique, où vraiment j'essaie de comprendre comment la personne construit sa croyance polémique, ou en tout cas ses convictions polémiques, plutôt que d'essayer de la raisonner ou je sais pas quoi, même si parfois c'est passé par un peu de debunking, que je considère comme un échec, mais bon, ouais, c'était peut-être nécessaire. Et puis après est venu un format beaucoup plus presque journalistique, j'ai envie de dire, qui quitte vraiment beaucoup l'activité zététique, mais qui répond à une demande que je pense qu'on a tous, même vous à Futura, c'est le fameux « qu'est-ce que tu penses d'eux ?» qui nous tombe, mais tout le temps, quoi. Et je me suis dit, mais je pense des trucs de l'actualité, forcément. Et ces trucs que je les pense différemment parce que j'ai des méthodes, puisque avant, je ne les pensais pas pareil quand j'avais pas les méthodes. Et donc, je me suis dit, même si c'est un contresens, il faut que je trouve le moyen d'en parler. Et j'essaie, par l'expérience, de traiter donc, de ces sujets d'actualité, de parler avec des personnes d'actualité, par l'expérience, d'essayer d'affiner ma façon de présenter les choses, de montrer ce qui se passe quand on est confronté à ces sujets et qu'on a des méthodes issues de la zététique. Et donc, voilà comment je me retrouve à produire le contenu de ma chaîne. Ok. Est-ce que maintenant vous pouvez me dire, donc on va repartir sur toi Christophe, ce que tu observes dans la pratique de tes vidéos, là ce qui va m'intéresser c'est, toi tu as donc une idée de ce que tu souhaites diffuser et transmettre aux personnes qui t'écoutent, une idée plus ou moins précise dont tu vas nous parler. Et qu'est-ce que tu observes en termes de, est-ce que tu arrives à les observer, mais qu'est-ce que tu observes si tu y arrives, les conséquences donc, de tes contenus, des retours que tu as, des commentaires que tu vois sous tes vidéos, etc., discussions que tu peux avoir avec les personnes qui te regardent. Est-ce que c'est en adéquation avec ce que tu souhaites transmettre à la base? Ça, c'est un sujet justement très délicat et très difficile à répondre. Ça, c'est la question de l'évaluation de l'efficacité de la vulgarisation. Moi, j'ai quelques objectifs, des sujets que j'aimerais transmettre dans la population pour changer le monde vers un monde meilleur et plus rationnel. Mais par contre, à quel point est-ce que ce que je fais, c'est efficace? Est-ce que ça vaut le temps que j'y passe? C'est très difficile à répondre. Je ne sais vraiment pas Alors, quoi te répondre. J'ai même émis quelques doutes. Oui, pas sur l'évaluation, plutôt ce que... J'ai même émis quelques doutes. Il y a un petit décalage. Ah, il y a un petit décalage. Vas-y, je t'en prie, continue. Je te disais, dans mes dernières vidéos, j'ai émis quelques doutes sur ma façon de faire, où j'expliquais que moi, mon projet, c'était de utiliser que des exemples qui ne sont pas trop clivants, des vieux cas du paranormal, pour enseigner les méthodes de la pensée critique, les argumentations, et puis de l'éducation aux médias, avec pour espoir que les gens, une fois ces outils acquis, pourront réutiliser ces outils sur d'autres sujets, leur religion, leur parti politique, leur équipe de foot ou leur thérapie alternative préférée.
Et donc, je compte sur une certaine transférabilité des outils que j'essaye d'enseigner sur d'autres sujets que ceux sur lesquels moi je les applique. Et ça, je ne suis pas très sûr que ce soit vraiment efficace et qu'on puisse compter dessus. Si ça se trouve, je parle de paranormal dans mes vidéos depuis 4 ans, et les gens sont plus critiques face au paranormal, mais ça n'a pas vraiment changé leur façon de raisonner sur leur parti politique ou sur le glyphosate ou sur le nucléaire. Ça me rend très triste. Ok, d'accord, ça rend triste beaucoup de monde, moi y compris. J'ai pas mal de doutes à ce sujet aussi concernant les articles. Mais on va passer à Elisabeth. Toi, même question. Est-ce que tu observes des choses dans ta pratique, au niveau de tes podcasts, les discussions que tu as avec les gens sur ce que tu souhaites, qu'est-ce que tu souhaites transmettre du coup et même question, tu parles de quelque chose que tu veux transmettre, donc la métacognition, puis les réflexions scientifiques. Tu parles d'un truc que tu veux transmettre. Et est-ce qu'il y a des observations qui te font dire que tu es sur la bonne voie, pas sur la bonne voie, des commentaires, des retours? Alors, moi, j'émets un peu les mêmes doutes que Christophe Michel. Et d'ailleurs, il y a eu quelques études qui ont été menées là-dessus, où effectivement, on peut tout à fait douter de l'efficacité de l'enseignement de l'esprit critique. Aujourd'hui, on n'a pas de preuve qu'effectivement, ça sert pour autre chose que le sujet sur lequel on a été éduqué. Donc, si on a un cours d'esprit critique sur le paranormal, c'est vrai que, d'après ces recherches, au résultat, on a de l'esprit critique sur le sujet paranormal qu'on a étudié, mais pas forcément sur autre chose. Et ça, c'est sûr que c'est un peu navrant, mais c'est la manière dont notre cerveau fonctionne apparemment. Donc, c'est sûr que on se pose tous cette question-là. Et moi, en fait, quelque part, ma manière de résoudre cette question, c'est de partir de la métacognition et non pas partir des faits. Donc, si la science m'intéresse, et la connaissance des faits m'intéresse, c'est pour servir la métacognition et non pas l'inverse. Moi, j'invite toujours systématiquement, c'est ça mon but pour chaque émission, d'inviter chacun à se questionner sur ses propres pensées et non pas de changer d'avis sur un sujet donné. C'est pas ça mon but. Bien sûr que c'est intéressant d'avoir une idée de ce qu'est l'astronomie pour pouvoir avoir un regard critique sur l'astrologie. Bien sûr que c'est intéressant de connaître les stéréotypes, de pouvoir remettre en question les stéréotypes de différences psychologiques entre les hommes et les femmes sur la base de la connaissance scientifique en biologie, par exemple, qui nous éclaire sur le fait qu'il y a plein de choses qu'on imagine sur ce qu'est un homme ou ce qu'est une femme et qui en fait ne correspondent à rien d'un point de vue des résultats des recherches scientifiques, et il y en a énormément sur ce sujet-là en particulier. C'est sûr que c'est super intéressant aussi, par exemple, pour nommer une autre émission que j'ai faite récemment sur l'intelligence et le haut potentiel intellectuel, de savoir ce que la science dit sur ce domaine-là et de le confronter au mythe des surdoués, des zèbres, des termes qu'on voit énormément circuler sur les réseaux sociaux, sur, par exemple, l'hypersensibilité présumée des zèbres. Que dit la science là-dessus? Bon, il se trouve que la science ne dit en aucun cas et ne peut montrer en aucun cas de corrélation, de causalité entre le fait d'être surdoué et le fait d'être hypersensible. Bref, donc tout ça, pour moi, c'est important, mais on part d'abord de l'intention. Enfin, moi, ce que j'invite à faire, c'est vraiment à se remettre en cause soi. Donc, le but n'est pas de dire « Ah, ça, c'est pas vrai, la radiesthésie n'existe pas », ou les gens qui croient à la radiesthésie se trompent ou sont même bêtes. Non, c'est moi, quelles sont mes pensées, qu'est-ce que je crois à ce sujet-là en particulier, et pourquoi je crois à ça. Quelles sont les données, quels sont les faits, et ensuite, par exemple, peut-être que ces données me mettent en colère, peut-être que ces données, je n'ai pas envie de les prendre en compte. Peut-être que ces données, elles me dérangent profondément et que j'ai envie de me dire non, en fait, ils se trompent. Parce que mon expérience le prouve, ou parce que, voilà. Et moi, je suis une ancienne croyante comme Samuel, et j'étais croyante dans les pseudosciences à fond, hein, donc, et j'étais également complotiste. Donc, je me mets à la place des personnes croyantes, et nous sommes tous des croyants dans un domaine ou un autre, parce que le terme croyant dépasse largement la question de la spiritualité ou de la religion. Et quand je fais des émissions, j'essaie toujours d'anticiper, que ce soit dans mes questions ou dans
dans mes textes d'intro, de présentation, les réticences que les gens vont pouvoir avoir, la colère que certains vont pouvoir ressentir, ou les arguments qu'ils vont pouvoir opposer à ce qui est dit, à ce que mon invité dit. Parce que dans mes podcasts, il y a toujours un invité, en fait. Moi, j'ai vraiment pris la décision dès le départ de ne jamais être celle qui délivre la connaissance scientifique, parce que je ne suis pas du tout qualifiée pour le faire et que mon but n'est absolument pas de donner mon opinion, mais plutôt de donner, encore une fois, des éléments de réflexion, réfléchir sur ses propres pensées. Donc, je ne critique jamais les gens. Mon but n'est pas d'expliquer si un croyant a raison de croire ou pas, s'il est bête ou s'il n'est pas bête, mais de critiquer au sens large du terme, donc positivement ou négativement, une croyance ou une idée, et de voir si cette croyance tient ou pas, voilà, et sur quoi elle est fondée et pourquoi peut-être elle met ou elle est à l'audience si importante, pourquoi est-ce qu'on s'attache autant à nos croyances, voilà. Et du coup, au fil de ta question. Oui, est-ce que tu penses ou tu observes du coup dans cet objectif de transmettre le fait de s'interroger sur soi, du coup, parce que j'ai quand même l'impression que c'est quand même une composante vachement importante dans ce que tu fais, c'est vraiment le but, c'est que les personnes derrière s'interrogent sur ce qu'elles veulent et qu'elles comprennent pourquoi tel sujet, sur telle pratique, j'éprouve de la colère quand je constate ceci ou cela, etc. Est-ce que tu observes du coup que ça fonctionne, que le contenu que tu proposes transmet bien, alors après on parlera de la question de l'évaluation, mais transmet plus ou moins cette capacité chez les personnes qui te suivent à s'interroger. Est-ce que tu as des retours, des commentaires, etc. Alors, moi, les retours que j'ai, ils sont très variés, je veux dire, sur les conséquences de mon travail. D'abord, j'observe que du point de vue il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à mes podcasts pour le contenu, l'information que ça peut leur donner. C'est des auditeurs qui viennent tout simplement parce qu'ils s'intéressent à un sujet et ils trouvent ce programme à un moment donné. Ils s'intéressent à l'intelligence, ils s'intéressent aux neurosciences, ils s'intéressent à l'astronomie ou ils s'intéressent à tout un tas de sujets. Et hop, ils vont tomber sur ce podcast, ils vont l'écouter. Donc, ce podcast va leur apporter des informations, qu'ils jugeront intéressantes ou pas. Bon, moi, le retour que j'ai, c'est que du coup, effectivement, ces programmes apportent des informations qui peuvent manquer quelquefois dans le champ médiatique. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Après, évidemment, pour moi, l'objectif, lorsque ces auditeurs découvrent mon podcast, c'est surtout de les amener à découvrir la métacognition, qui est un domaine qui est très peu connu. Donc, cet encouragement au questionnement sur soi, cette curiosité vis-à-vis de nos modes de pensée personnels, et non pas de dire « Ah tiens, lui, il pense comme ça, il a tort parce que j'ai une info qui dit que, en fait, c'est pas vrai », mais vraiment de l'appliquer à soi. Donc ça, j'ai des retours de gens qui, effectivement, découvrent la métacognition et s'y intéressent, ont cette curiosité, donc ça, c'est plutôt sympa. Les retours aussi peuvent être négatifs. C'est clair que je peux avoir des commentaires de gens qui disent mais tu sais pas de quoi tu parles, ou qui vont dire voilà j'ai des contre-arguments, ou je vois bien moi dans mon expérience personnelle que ce que vous dites est faux. Mais heureusement, et j'en suis vraiment très contente, personnellement, j'ai pas de menaces, j'ai pas d'attaque personnelle. Je suis pas du tout victime de harcèlement, j'ai pas de retour qui vont jusqu'à avoir des gens complètement scandalisés. Voilà. Après, dans les choses qui me sont vraiment, pour moi, importantes dans les retours que je peux avoir, eh bien, il y a pas mal de gens qui me disent « Ah, je comprends mieux les croyances des autres. Je comprends mieux pourquoi telle personne est si attirée par Reiki. Je comprends mieux pourquoi les gens croient à la loi de l'attraction, au New Age, parce que c'est vrai que comme je viens de là, je viens de la croyance spirituelle contemporaine, New Age, c'est un sujet qui est souvent abordé dans les émissions, même si on parle encore d'astrologie ou de voyance ou d'autres croyances encore. Mais les retours que j'ai, par exemple, sur une émission récente sur la voyance, des gens disent « Ah, ben, je comprends mieux ». D'abord, ils prennent l'envergure de cette croyance qu'ils croyaient pas forcément répandue, mais si, il y a beaucoup de gens qui font appel à des voyants, à des médiums. Et puis, grâce à une émission de témoignage qui était de 3 fois 1 heure avec un ancien voyant,
ils se rendent compte de ce que c'est que de croire à la voyance, les implications, pourquoi on y croit, quelles sont les conséquences dans la vie. Et puis, cette personne qui témoigne en est sortie. Donc, qu'est-ce que ça coûte de sortir d'une croyance forte comme ça? Et donc, les retours que je peux avoir quelquefois, c'est ça, c'est « Ah, je comprends mieux » et je comprends mieux aussi pourquoi cette personne est si attachée à cette croyance. Voilà. Et elle n'est pas forcément stupide. Hein. Oui. Elle a des raisons de croire. Voilà. C'est très intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que tes podcasts permettent à certains individus, donc ce que tu observes en tout cas, de mieux comprendre les croyants. Et ça, c'est quelque chose d'important, je trouve aussi. Carrément. Très important. Enfin, pour moi, c'est très important parce que ça montre à tout le monde qu'on peut potentiellement, par des circonstances de la vie ou par une disposition personnelle, mais on est tous des potentielles victimes d'une croyance parce qu'on a tous des points aveugles. Et on a tous aussi des moments de faiblesse dans nos vies, des passages à vide, des moments difficiles. Et on a tous une capacité à s'auto-manipuler. Et ça a été étudié, et c'est énormément étudié par les sciences de psychologie, de parapsychologie, etc. Enfin, et de sociologie, bien sûr. On est tous capables de s'auto-manipuler jusqu'à avoir des sensations physiques, jusqu'à avoir une vraie expérience physique de quelque chose qui n'existe pas. Donc ça, c'est des choses qu'on explore beaucoup dans le podcast. Et je pense que c'est primordial de comprendre qu'un croyant a des raisons de croire et que quelque part, nous aussi, on aurait pu croire si on avait été élevé dans telle famille, si on avait fait telle rencontre, si on avait eu tel événement dans notre vie, etc. Après, il y a aussi d'autres retours que j'ai qui sont des gens qui vont changer de comportement ou d'opinion sur une pratique à laquelle ils croyaient. Donc, par exemple, ils vont prendre leur distance avec l'astrologie parce qu'ils vont comprendre qu'en fait, non, les planètes, d'après ce qu'on sait et toutes les expériences qui ont pu être faites, on sait qu'elles n'ont pas d'influence sur nos vies, que ce soit au moment de notre naissance pour déterminer notre personnalité, par exemple, ou ensuite dans la vie, dans le cours de la vie. Non, le fait que Mercure passe derrière telle planète, on a pu faire des expériences qui montrent que non, ça n'a pas d'impact. Donc il y a des gens, ou la médiumnité par exemple, des gens qui ont compris les ressorts de la médiumnité, et pas tant parce que ce serait une arnaque ou quoi que ce soit, mais pourquoi ça nous parle, pourquoi on a l'impression que la personne qu'on a en face de nous, le médium en face de nous dit des vérités, alors qu'en réalité, il y a tout un tas de mécanismes psychologiques qui peuvent expliquer pourquoi le médium dit ça et pourquoi on le reçoit de telle ou telle manière, et pourquoi ça nous parle. Et puis après, bien sûr, la dernière conséquence de mon travail et celle que j'espère, parce que c'est celle qui me motive, c'est vraiment des gens qui m'expliquent qu'ils vont avoir changé de mode de pensée, c'est-à-dire ils vont questionner la manière dont ils pensent, et non pas de manière définitive, genre ça y est, je suis passée de côté, mais comme une habitude qu'ils vont avoir la curiosité d'entretenir. Et ça, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il y aura des résultats absolument géniaux, mais pour moi, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de preuve que ce que je fais a un impact direct, mais pour moi, quand quelqu'un me dit j'ai vraiment remis en cause, en question, je me suis vraiment questionnée de manière profonde sur mon mode de pensée, ça fait plaisir, quoi, c'est sûr. Ok. Samuel, c'est ton tour. Oui. Du coup, est-ce que tu veux que je répète la question ou... Non, ça va. Je crois que je l'ai comprise. Difficile, évidemment, de ne pas répéter ce que viennent de dire mes deux collègues. Alors, ce que je peux ajouter, ça peut être juste très pragmatique. Non, effectivement, on ne peut pas savoir si on a des bons retours, mais on a quand même pas mal d'outils pour faire un petit peu de making-of. Hein. On a quand même pas mal d'outils en arrière-plan qui nous permettent d'évaluer l'impact de nos productions et de voir un petit peu comment ça se passe. Le problème étant, à mon sens, de réussir à identifier l'impact sur ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Et donc là, on a des moyens qui nous permettent de voir en fait des incohérences par rapport aux a priori qu'on peut avoir, comme par exemple une vidéo qui a beaucoup de mauvais commentaires ou une vidéo qui a beaucoup de bons commentaires. Et puis on va aller regarder le ratio pouce bleu, pouce rouge, et c'est pas cohérent avec l'idée qu'on s'en faisait. Et donc ça permet déjà de se dire, c'est peut-être pas comme j'imagine. Donc il y a un effet de surreprésentation chez ceux qui prennent le pas de se manifester.
qui ne représentent pas ceux qui, en fait, regardent dans l'ensemble et écoutent. Et je crois que c'est valable un peu partout. J'ai une anecdote qui n'est pas super valorisante, mais quand même qui vaut le coup. Il y a eu récemment un live entre quatre grandes figures je ne sais pas comment identifier ça, on va dire de la pensée alternative, qui étaient Trotta, Casasnovas, Tolschaller et celui que j'oublie tout le temps, je ne sais plus, bref, désolé pour eux. Et Crève-cœur. Pardon? C'était qui? J'ai pas compris. Il s'appelait Crève-cœur. Ah oui, Jean-Jacques Crèvecoeur, pardon. Jean-Jacques Crèvecoeur, c'est ça. Jean-Jacques Crèvecoeur, comment oublier Jean-Jacques Crèvecoeur. Bref, dans nos petits chats entre nous, ils disaient « Ah, t'as vu, ils ont eu autant de viewers, etc. » Mais ça veut rien dire. Est-ce que ce sont des gens juste curieux? Est-ce que ce sont des gens qui sont à fond, là, qui boivent leurs paroles comme si c'était la vérité? Et du coup, ça nous fait nous poser la question dans le sens inverse. Est-ce que nous, on a une communauté de gens qui sont curieux, qui viennent juste tâtonner un petit peu pour voir, parce que ça les amuse, comme ça peut les amuser d'aller voir le dernier OVNI qui a été filmé? On ne sait pas évaluer tout ça. On n'en a aucune idée. Par contre, un truc qui est absolument certain, c'est que très régulièrement, quand je dis très régulièrement, c'est 1 à 3 fois par mois, je reçois des messages, que ce soit via Twitter, via mail, via XYZ, de gens qui me disent vraiment toi et tes amis, vous avez changé ma vie. C'est les termes qu'ils emploient. On sent une exaltation dans leur... on sent qu'ils sont arrivés au moment du switch et hop, ils redécouvrent, ils mettent de l'ordre dans leur tête grâce à quelques outils que moi ou un autre leur aura donné. Et ils ont vraiment changé de vie. Donc, je pense qu'on a ce genre d'impact. Et puis, on a aussi comme impact très important des gens qui nous demandent comment changer la vie de ceux qu'ils aiment et qui pensent des trucs relativement dangereux pour leur santé, etc. Donc, il y a quand même un effet de contagion, quoi. Il y a ce dont on se rend compte parce qu'on y est mis en contact. Et puis, il y a les conséquences des conséquences qu'on a eues. Alors là, c'est totalement immesurable. Hein, c'est vraiment, il ne faut même pas espérer. Mais c'est très, très loin d'être anodin. Je pense que le mouvement sceptique dans son ensemble, pas juste zététique, mais vraiment sceptique au sens large, donc je vais y inclure des gens comme Astronogeek, comme Primum Nocere, etc., est extrêmement a un rôle primordial dans un truc comme le déremboursement de l'homéopathie. C'est pas juste une histoire de collectif fake med contre les homéopathes. Je pense qu'il y a vraiment eu que notre travail à tous a contribué à se poser des questions, à se poser les bonnes questions sur ce truc-là. Et puis alors après, évidemment, toute la partie réponse, on ne le dit jamais suffisamment, mais toute la partie réponse, à mon sens, ça ne concerne pas trop la zététique. Ça peut concerner des gens qui pratiquent la zététique, mais là, on n'est plus dans le champ de la zététique. Moi, je vois plutôt la zététique comme une façon de chercher les meilleures questions à se poser, et pas comme une façon de chercher les meilleures réponses à trouver. Même si, personnellement, je ne peux pas m'empêcher d'amener des réponses et de dire ce que je pense, ce qui est à double tranchant. Et mes deux collègues ici sont beaucoup plus sages que moi à ce niveau-là. Mais une fois encore, hein, je dis toujours aussi qu'il y a... Voilà, on a tous des pédagogies différentes, on a tous des façons d'aborder les choses différentes, même les plus mal aimés des sceptiques. Moi, je respecte profondément leur travail. Il y en a qui sont vraiment très, 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 très critiqués, mais je pense que s'ils n'étaient pas là, quelqu'un d'autre le ferait comme ça. Et eux aussi ont un impact, eux aussi ont des retombées positives. Il y a le fameux débat entre bienveillance et comment team hardcore, je ne sais plus ce qu'on a trouvé comme terme. Il y a des gens qui ont besoin de quelqu'un qui les engueule pour se rendre compte que ah ouais non, je suis en train de déconner, quoi. Et puis il y a des gens qui vont avoir besoin de méthodes plus douces où on va juste semer quelques graines, on espérera qu'elles vont pousser. Et ces méthodes étant contradictoires l'une l'autre, pour autant, je pense qu'elles doivent coexister. Et c'est pour ça que je m'autorise à explorer des trucs que personne d'autre, à ma connaissance, n'explore.
Et c'est pour ça que je pense que c'est nécessaire d'accueillir beaucoup d'expérimentation encore dans ce secteur, dans ce domaine, et qu'il ne peut pas y avoir de réponse unique à toutes ces questions-là. Mais en tout cas, pour ce qui est des retombées, oui, on a tous des retombées, et ça va grandissant, même si... D'ailleurs, les réactions négatives qu'on a sont à la hauteur, à mon avis, des retombées positives qu'on a. Sans vouloir en faire un sophisme, hein, parce que ça pourrait être... Évidemment, quelqu'un de très méchant a aussi beaucoup de réactions négatives. Et c'est pas pour ça qu'il est gentil. Mais voilà, donc à mon sens, on a même peut-être... Voilà, c'est une idée, hein, j'ai rien pour le soutenir, mais mon feeling, ma croyance, c'est qu'on a peut-être même plus de retombées positives que ce qu'on imagine. Ok. C'est bien que tu parles de l'opposition entre la team Pipou, du coup, bienveillante, et la team Ce terme. hardcore. Alors, team Pipou, non, c'est pas possible. Sinon, je rejoins les hardcore, moi, direct. Et la team hardcore, du coup, parce que du coup, ça me permet d'induire la question, du coup, parce qu'à la base, à ma connaissance, vous ne faites pas partie de la team hardcore, même si bon, c'est très binaire comme mode de pensée, mais bref, passons. Du coup, vous jetez quel doute sur vos pratiques et quelles questions vous vous posez et qu'est-ce que vous voudriez poser, quelles questions vous voudriez poser, par exemple, à des personnes qui sont dans le champ de la recherche des sciences de la médiation, des sciences de l'éducation, pour justement améliorer cette efficience au niveau de la transmission de vos contenus. Christophe, tu peux reprendre la parole si tu le souhaites. Alors, je ne sais pas si je vais répondre un petit peu à côté de ta question ou pas, mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est que des chercheurs puissent essayer de mesurer expérimentalement l'efficacité des différentes pédagogies à la pensée critique, pour savoir si ça augmente vraiment la pensée critique des gens ou pas. Mais voilà, il y a un budget national ANR qui a été alloué il y a de ça l'année dernière, hein, c'est assez récent, pour pouvoir essayer de mesurer ça. Donc là, est en train de se mettre en place une grande recherche avec beaucoup d'universitaires, avec un peu de budget, et qui vont tester des grandes batteries d'élèves, la moitié qui auront reçu un cours sur la pensée critique, sur les sophismes, sur l'éducation aux médias, et une autre moitié d'élèves qui n'auront pas reçu ces genres de cours pour essayer de mesurer l'impact sur leur capacité à raisonner ou sur leur, je sais pas moi, score d'esprit critique. Si on avait chacun une fiche de personnage, peut-être que j'aurais une caractéristique pensée critique. Et donc, un de leurs premiers problèmes en ce moment, c'est d'essayer de mesurer cette caractéristique ou ce score de pensée critique. Parce que pour savoir si la pédagogie elle est efficace ou pas, faut bien arriver à mesurer pour savoir si ça a monté ou si ça n'a pas monté. Donc voilà, pour l'instant on en est là. Essayer de définir qu'est-ce qu'on va appeler esprit critique, essayer de mesurer, de trouver des moyens de mesurer, un petit peu comme une sorte de quotient d'esprit critique, comme un quotient intellectuel, quoi, c'est-à-dire avec des questions et un petit peu un barème un peu standardisé pour essayer de mesurer la valeur d'esprit critique, pour que ça puisse vouloir dire, même si la définition n'est pas très définie, comme le quotient intellectuel ou l'intelligence, hein, il suffit que ce soit corrélé avec des compétences que l'on trouve souhaitables, c'est tout ce qui suffit, hein. Et le QI, c'est exactement ça, hein. Je ne sais pas ce que ça mesure le QI exactement, mais si le QI est corrélé avec la réussite scolaire, avec l'intégration sociale ou avec je ne sais pas quoi, moi, ça peut m'intéresser d'avoir ce chiffre. Donc c'est pareil avec la pensée critique. Et donc on aura les résultats, mais seulement dans quelques années. Donc patience, peut-être qu'on aura vraiment des résultats scientifiques un peu solides pour savoir si on va dans la bonne direction ou s'il y a des pédagogies qui sont plus adaptées que d'autres, parce que tout ça aura été testé. En attendant, bien sûr, l'éducation nationale met en place des pédagogies à la pensée critique, à l'éducation aux médias, dans les enseignements, sur la base d'aucune étude scientifique, parce que pour l'instant, il n'y en a pas vraiment sur le sujet. Donc, on met un petit peu la charrue avant les bœufs en ce moment, en voulant exiger des gouvernements, de l'État français ou de l'éducation nationale, de donner des cours d'esprit critique aux élèves, alors que pour l'instant, c'est pas évalué. Voilà, ça ne me viendrait pas à l'idée, par exemple, de changer la méthode d'enseignement de la lecture dans les maternelles entre la méthode syllabique ou la méthode globale, si c'était pas appuyé sur des études un peu sérieuses qui montrent que telle méthode est plus efficace que telle autre. Là, pour la pensée critique, c'est un peu pareil. Ça ne me viendrait pas à l'idée de commencer à exiger de l'éducation nationale de mettre en place des stratégies et des pédagogies qui, pour l'instant, se basent sur pas grand-chose. Un petit peu de patience, nous en saurons plus bientôt.
Donc, si je comprends bien, dans ton idée, tu recommanderais de ne pas se précipiter parce que, alors, à ma connaissance, je parle totalement dans mon champ de compétences, il y a peu de pédagogie ou alors elles sont récentes au niveau de l'éducation aux médias dans les écoles. Récent, je ne sais pas ce que tu appelles. Au niveau des générations, c'est assez récent, mais sinon, ça fait quand même pas mal d'années qu'il y a D'accord. une composante éducation aux médias qui est assez fermement mise en place, à la fois dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, par exemple. C'est pas toujours sous ce nom-là, hein, mais en tout cas, l'objectif de rendre les élèves plus critiques et connaître le fonctionnement des méthodes de création des articles et des informations, des journaux, télé ou de la presse, ben ça a été mis en place comme il y a un bout de temps. Et ça, je suis sûr que ça fait jamais de mal. Donc ça, c'est un truc qu'on Oui, peut mettre en voilà, place tout de suite, c'est ça. d'ailleurs qui est déjà mis en place. Hein. Ça, je Tout suis à sûr fait. que ça fait jamais de mal. Donc allons-y. Voilà, c'est ça. Je voulais être sûr, voilà, je voulais parler du. Quand même, il y a sûrement un faisceau de preuves, alors pas expérimental, mais un faisceau de preuves à sensibiliser à l'éducation aux médias ou à la pensée critique qui est peut-être pas négligeable à prendre en compte. L'éducation aux médias, ça, je suis assez confiant. Sur l'intérêt d'apprendre les sophismes, apprendre le nom des arguments fallacieux, savoir les reconnaître ou les ressortir dans une copie d'élève, ça, j'ai hâte de savoir De si ça savoir. a un intérêt Ok. ou pas. Elisabeth, toi, formaliser les doutes sur tes pratiques ou les questions aussi que tu aimerais poser à des personnes qui sont dans le champ de recherche de la médiation. Enfin, voilà, la même question que pour Christophe. Ouais, alors moi je pense que par rapport à Christophe et Samuel, j'attends beaucoup moins d'impact de ce que je fais que eux. C'est-à-dire je sens chez la plupart des sceptiques un vrai désir d'impacter et de vouloir faire changer la population en général ou leur donner des outils qui leur serviront de manière très concrète sur des questions pour prendre des décisions de manière éclairée. Alors moi, c'est vrai que comme je ne travaille pas du tout sur les questions des bunkages, etc., et beaucoup moins que Christophe et Samuel sur... j'aborde les biais cognitifs, mais enfin, encore une fois, c'est comme la science, c'est un outil pour parler vraiment de la manière dont on pense. Moi, je dirais que ce qui me motive en premier, de toute façon, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce podcast, c'est vraiment l'envie de partager. L'envie de partager une curiosité, un plaisir, une satisfaction à étudier et à comprendre la manière dont je pense en tant qu'individu et la manière dont les humains pensent en général, et une invitation à ce que d'autres le fassent. Je veux dire, la croyance est partout. Le New Age, la croyance spirituelle et toutes les pseudosciences sont en pleine croissance, enfin, c'est clair, et je ne prétends absolument pas arrêter ce mouvement. Il augmente de manière exponentielle, comme une traînée de poudre, comme un virus, vraiment, parce que tous les jours, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la pensée positive, à la loi de l'attraction, ou aux thérapies alternatives, etc., parce qu'ils cherchent, ils sont dans une quête de sens, ou parce qu'ils cherchent des repères, ou qu'ils ont des problèmes personnels, que ce soit dans leur vie personnelle ou de santé, et qu'ils cherchent des alternatives parce qu'ils sont insatisfaits de ce qu'on leur propose par ailleurs. Tout ça, je sais que je sois là ou que je ne sois pas là, voilà, ça fait sa vie et ça part très très loin et très très vite. Donc, moi, j'aime bien la parole de Isaac Asimov, qui est donc un auteur de science-fiction sceptique, qui est assez connu pour justement son désir d'éduquer les gens au rationalisme, à la rationalité. Et lui, il disait, quand on lui demandait ça sert à quoi, vraiment, pourquoi vous faites ça, ça sert à quoi de sensibiliser à la rationalité, et il disait, mais, en fait, c'est juste une goutte d'eau dans une petite mare, c'est tout. C'est pas qu'il y aura moins de croyances demain dans l'humanité. La croyance est ce qui emporte l'adhésion de tout le monde, et on y est tous sujets. Ensuite, pour ceux que ça intéresse à un moment donné de leur parcours, comme moi, ça a pu m'intéresser et ça a pu me permettre de me libérer de choses qui me faisaient souffrir, de croyances qui me faisaient souffrir, alors c'est
une opportunité, c'est un petit outil, ou c'est un gros outil, mais c'est un détail. Voilà, moi, j'ai pas du tout l'impression de... Enfin, je veux dire, il y a toujours eu des sceptiques, mais on a toujours été dans un monde de croyances, et ça pour moi, ça changera jamais. Donc, quelque part, qu'on ait un impact ou qu'on n'en ait pas, ça ne me déprime pas. C'est ça que je veux dire, parce que je ne me fais pas vraiment d'illusions sur ça. Après, pour ce qui est des questions que je pourrais avoir, moi, j'ai un peu étudié tout ça parce que la métacognition, c'est justement le domaine de recherche qui est particulièrement développé dans le domaine de l'éducation. Quand on réfléchit à la manière de transmettre des connaissances scientifiques ou non, eh bien, on s'interroge sur comment un élève ou un étudiant accueille la connaissance, quelle notion il a de son propre apprentissage, comment il voit son enseignant, etc. Donc, la métacognition, c'est-à-dire la réflexion sur sa propre pensée ou sur la pensée que son enseignant veut lui transmettre. Tout ça, c'est des domaines qui sont des domaines de recherche assez développés. Et j'ai fait une émission sur la didactique des sciences, et ce qu'il en ressort, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. Donc, je n'ai pas de questions particulières. Là encore, je sais que on a peu de biscuits, quoi. On a assez peu d'éléments. Maintenant, ce dont je suis persuadée, c'est que les prémices d'une pensée sont ce qui en détermine la qualité. C'est-à-dire, si on a une pensée qui est construite sur quelque chose d'intangible, de non vérifiable, on a plus de chances de se tromper que si on a une pensée qui est construite sur des choses vérifiables. Et des choses aussi qu'on est prêt à remettre en question, des idées qu'on est prêt à faire évoluer. Donc moi, c'est là-dessus que je communique principalement, tout en sachant que, encore une fois, on a des raisons tous de penser ce qu'on pense, et que ces raisons nous sont chères, et surtout qu'elles nous sont le plus souvent inconscientes. Donc voilà, tout le jeu, c'est un jeu en fait pour moi quelque part. C'est plus un jeu qu'un enjeu. C'est de dire aux gens, on peut en fait s'amuser à aller chercher ce qui est inconscient chez nous, ces choses qui quelquefois prennent beaucoup de place dans notre vie, alors que finalement, peut-être qu'elles ne sont pas si fiables que ça. Ok. Sam, même question. Est-ce que tu veux que je la reformule? Ouais, je veux bien. Est-ce que tu peux formaliser les doutes que tu as sur ta pratique, et aussi des questions que tu aimerais poser à des personnes expertes dans le champ de recherche qu'on évoque depuis le début du live? Ouais, en fait, je crois que ça nous ramène un petit peu à la question du pourquoi on fait ça, quoi. C'est il y a un militantisme dans cette pratique. Je crois que même quand on s'en extrait, quand on se dit, comme Elisabeth a la sagesse de le faire, moi je ne veux pas changer spécialement les gens ou quoi que ce soit, on est quand même obligé de prendre position par rapport à ces questions-là. Et comment je peux expliquer ça simplement ? Je vois le monde des idées, personnellement, comme une assiette de spaghettis où tous les spaghettis tireraient dans leur direction, tu vois. Et les nœuds se resserrent, et puis ils se défont, et puis ça glisse, et tout le monde tire un peu dans tous les sens. Et je ne crois pas que, contrairement à beaucoup de mes amis avec qui je discute et qui sont effectivement très déprimés quand ils voient l'obscurantisme avancer et progresser, je ne crois pas que notre but soit de remporter la victoire sur l'ennemi et que tout le monde soit enfin rationnel. Pour autant, je m'autorise quand même à me dire, bon, ben moi, je suis dans la partie de l'assiette, je suis là, et moi, je tire dans cette direction-là. Okay. Et peut-être demain, je tirerai dans l'autre sens. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai envie de tirer dans ce sens-là, sans pour autant me dire que ceux qui tirent dans le sens inverse sont les méchants ou ne devraient pas tirer dans le sens inverse. J'ai juste l'impression que la pensée humaine est un gros slime en évolution et qui, sur le très long terme, s'améliore. Et je veux faire partie de ce long terme
avec ce que je pense pouvoir apporter à cette espèce de mouvement organique qu'est la pensée humaine. Alors, il y a des phases plus tristes, il y a des phases plus encourageantes, en tout cas pour notre point de vue. Et ça ne me déprime pas. C'est un peu paradoxal parce que c'est accepter que je me bats pour rien, entre guillemets. Mais je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense que c'est quand même intéressant de savoir ce qu'on cherche vraiment. Moi, ce que je veux vraiment, c'est réussir à toucher les gens, à leur apporter ce que j'aurais voulu recevoir quand j'étais à leur place. Voilà, ça c'est exactement ça. J'essaie de leur apporter ce que j'aurais bien voulu recevoir pour en être où j'en suis maintenant, un peu plus tôt, et faire un petit peu moins d'erreurs, les erreurs que j'ai faites à l'époque. Et donc je milite en fait, je suis militant pour réussir à atteindre cet objectif-là, sans me déprimer si je n'y arrive pas. Et alors l'autre question, c'était ce que je demanderais aux chercheurs, c'est ça? Oui, si tu avais des questions. Pour des... Non. J'en ai des milliards. Ah, j'en ai des milliards. J'en ai des milliards, mais c'est déjà la première de toutes. C'est pourquoi... Alors voilà, un des trucs pour lesquels je milite, c'est pour ne pas devoir exister. Ce n'est pas normal que moi, ancien conspirationniste, qui n'ai fait aucune étude, que moi, je me retrouve à une place aussi importante par rapport à la transmission du savoir. Ce n'est pas normal, ça ne devrait pas être mon rôle. Il devrait y avoir justement des chercheurs, des gens formés à ça, des gens, la vulgarisation devrait avoir le même, la même aura que la recherche ou que je ne sais pas quoi. Et ça, je trouve ça extrêmement dommage. Alors si j'ai une chose à leur dire, à tous les chercheurs, c'est de manifester leur voix parce que comme dit très très bien Jean-Marc Jancovici, c'est pas les bonnes idées qui remontent en haut, c'est celles qui motivent le plus de gens. Et des gens motivés, il y en a. Le problème, c'est qu'ils se parlent pas, et qu'ils n'osent pas se parler, qu'ils n'osent pas se manifester. Donc, en fait, c'est moi qui ai un truc à dire aux chercheurs. Supprimez-nous. On ne devrait pas exister. Vous devriez. Non, mais on nous reproche souvent. On nous dit mais qui tu es, toi, pour. Et je suis parfaitement d'accord. Je ne suis personne, mais si je ne suis pas là, qui le fait? Et c'est ça qui m'embête. Donc, alors, je fais de mon mieux, évidemment. Et apparemment, je ne le fais pas trop mal, puisqu'il y a quand même des gens qui m'encouragent et qui m'aident à bien faire. Mais pour moi, c'est un gros défaut. Voilà. Et ça, c'est un truc pour lequel je milite. Ok. Eh ben, on peut peut-être passer aux questions-réponses, si vous voulez bien. Et en fait, il y en a une qui est en lien, et du coup, on pourra avoir les réponses d'Elisabeth et de Christophe, puisque tu viens déjà d'esquisser une réponse. Sam, c'est Maxime Saint-Georges qui nous demande, donc il y a forcément un objectif militant, sans sens péjoratif, à l'activité des zététiciens vidéastes. J'aimerais juste ajouter un truc très important. Oui, je t'en prie, vas-y. La grande confusion qu'apporte le mot zététicien, d'après ce que moi j'observe, c'est qu'on pourrait croire que comme un catholique pratique la religion catholique, le zététicien pratique la zététique. C'est totalement faux. C'est pas parce qu'on fait de la zététique en vidéo qu'on est tout le temps en train de regarder à nos biais et qu'on ne va pas faire d'erreur et que si et que ça. Ça, c'est le plus gros défaut du mot zététicien. Voilà, ça à mon sens, hein, c'est mon interprétation de la chose. La plus grande confusion que ça apporte. Avant de prendre la réponse de Christophe et d'Elisabeth, je vais juste dire aux personnes qui nous regardent de poser leurs questions. Si elles veulent les poser, c'est maintenant, on y répond. Donc, qui veut se lancer dans la réponse? Je laisse le choix. Il a éteint son micro. Comme tu veux, Elisabeth. Bon, bah, j'y vais alors. Vas-y, Christophe. Ouais, tu te demandes est-ce qu'il y a un militantisme, c'est ça? Oui, c'est paradoxal. Maxime qui nous demande ça, ouais. Ouais, parce que, par exemple, moi, parmi les travaux que j'essaye de vulgariser, il y a en particulier ceux du Centre sur la rationalité appliquée de Julia Galef. Elle a une métaphore que j'aime bien. Un jour, je ferai probablement une vidéo dessus, sur le mode d'esprit soldat à comparer au mode d'esprit éclaireur. Le soldat, lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir faire en sorte que l'univers corresponde à ce qu'il a envie qu'il soit, alors que l'éclaireur, lui, ce qu'il lui faut, c'est arriver à faire une cartographie du monde tel qu'il est, même s'il aurait aimé que la carte ou les lieux soient différents.
Et ça, c'est un petit peu une opposition entre le mode d'esprit qui consiste à vouloir être au courant de comment le monde fonctionne, dans une démarche un peu scientifique, et puis la démarche qui consiste à faire en sorte que les gens croient eux aussi à ce à quoi tu crois, indépendamment de comment le monde est vraiment. Ça, c'est la démarche un peu militante, quoi. Et moi, je serais du genre à vouloir valoriser un petit peu le mode d'esprit éclaireur au détriment du mode soldat. Mais si je veux militer pour que les gens soient plus éclaireurs, je deviens le soldat du mode éclaireur. Et du coup, je quitte un petit peu mes baskets d'éclaireur dès que j'essaye de faire un petit peu de vulgarisation, de militantisme ou même juste d'éducation sur ces sujets-là. Et donc là, c'est une situation qui est très paradoxale. Je vais être voilà, le soldat du mode éclaireur. Je vais être celui qui milite pour que l'on soit moins militant. Je vais être ceux qui vont essayer de rallier à ma bannière ceux qui, eux non plus, ne veulent pas être sous des bannières. C'est la question norme-anti-norme qui se contredit, quoi. Exactement. Voilà. Elisabeth ? C'est difficile d'être un sceptique militant. Moi, si je veux être un sceptique tout seul, je m'intéresserai à ma propre cognition, à moi, comment est-ce que je réfléchis, comment est-ce que je peux m'améliorer, quels sont les livres que je pourrais lire. Il faut que je demande aux gens qui connaissent les bons livres. Mais du coup, une fois que j'ai réuni tout ça, j'ai envie de partager et de rendre accessibles toutes ces bonnes sources à ceux qui, comme moi, aimeraient avoir des endroits où se renseigner pour pouvoir s'entraîner eux-mêmes et puis discuter entre personnes. On a envie de s'entraîner entre nous. Mais dès que je fais ça publiquement, je deviens au contraire celui qui milite pour quelque chose. Donc c'est une situation qui est très schizophrénique. Donc je suis forcément un petit peu militant dès que j'ai choisi une plateforme comme YouTube ou Skepticon par exemple, dès que j'ai choisi des sujets, que j'essaie de faire de la pédagogie pour essayer de changer les consciences des gens ou au moins de proposer des choses. Je ne peux pas être 100% juste pur militant, apolitique. C'est obligé que je mette un petit pied dans le monde du débat public et donc du militantisme et donc de la politique. Ouais, moi, c'est-à-dire que oui, je dois tout à fait m'admettre que je suis militante dans le domaine que je souhaite transmettre, dans l'éducation et l'auto-éducation que je propose à mes auditeurs. Ça me paraît très clair. Après, le mot militantisme, finalement, n'a pas à être forcément vu comme quelque chose de négatif. C'est pas, enfin, je pense que pour moi, en fait, c'est un synonyme d'engagement. Voilà. Je suis très engagée dans ce que je fais, c'est évident. Maintenant, est-ce que ça veut dire que je suis braquée sur une manière de, enfin, sur une idée ou une autre, etc. Non, pas forcément. J'évolue au fil des émissions, au fil des rencontres. Et d'ailleurs, pourquoi je fais ça aussi pour moi-même, c'est-à-dire que j'apprends tellement de choses en faisant ce podcast, avec toutes les personnes que je rencontre, avec tous les témoignages que je récolte. Donc voilà, c'est un engagement très fort, ça c'est certain, c'est du plein temps, sur un domaine qui me passionne et que je veux transmettre. Ok. Sam, tu veux rajouter un truc ou tu as dit tout ce que tu avais à dire sur le militantisme ? Elisabeth met le doigt sur un mot vachement important, c'est la passion, quoi. Il ne faut pas se le cacher, hein, on le fait parce qu'on a une flamme, c'est peut-être la première raison en fait. Hein. Voilà, il y a un feu, quoi, et on veut le nourrir, et on veut. Donc ouais, la passion, hein, c'est finalement on intellectualise beaucoup tout ça, hein, mais à la base il y a une grosse passion, quoi. Il y a une question qui est pas mal, que j'aimerais vous poser, et je pense que Elisabeth pourrait être la première à répondre. Il y a Aurical qui nous demande: des fois, ne vaut-il pas mieux laisser les gens dans leur théorie que de forcer la compréhension ? Oui, bien sûr, tout à fait. Quand on touche au domaine de la croyance, on touche à une intimité, à quelque chose de très profond chez chacun de nous. D'ailleurs, ma démarche ne consiste pas à forcer les gens à croire à quelque chose, mais à se questionner eux-mêmes sur leur mode de pensée, s'ils le souhaitent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne considère pas que ma démarche soit une démarche qui va attirer la majeure partie des gens, parce que je pense que c'est très compliqué de s'interroger sur ses propres idées, au risque de les perdre, au risque d'en changer, ce qui est très déséquilibrant, ce qui est c'est très inconfortable.
Donc, qui a envie de s'amuser à ça? Pas tout le monde. Et surtout, chacun, personne n'a le droit, entre guillemets, d'aller entrer par effraction dans l'esprit des gens et leur dire tu dois penser ça ou ce que tu penses c'est de la merde. Non, on peut entrer en conversation avec cette personne si elle le souhaite et si on juge. Alors bien sûr, il y a des cas extrêmes. Il y a des cas extrêmes. Si la personne se met en danger de mort, on peut vouloir effectivement la brusquer et on a tout intérêt à le faire. Je veux dire, on va sans doute vouloir empêcher un héroïnomane d'avoir une overdose, au même titre qu'on va peut-être vouloir empêcher une personne qui ne veut pas suivre un traitement conventionnel pour le cancer parce qu'on sait qu'elle va en mourir. Et là, dans ces cas-là, il y a des mesures qui peuvent être prises qui sont plus extrêmes que d'autres. Mais de manière plus générale, effectivement, je pense qu'il est très important dans une démarche métacognitive et de compréhension de la croyance de l'autre, de se poser la question, quel est l'impact? D'abord, qu'est-ce qui motive cette personne dans cette croyance? Peut-être que cette croyance est ce qui la fait tenir debout. Si j'enlève cette croyance, qu'est-ce qu'elle devient, cette personne? Dans certains cas, cette personne s'effondre et elle s'effondrera de manière définitive. Alors, est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'elle reste dans sa croyance? Qu'est-ce qui la motive? Pourquoi elle y tient? Et là, dans ce cas-là, quand on commence à se poser des questions sur la manière dont l'autre pense, pourquoi il pense ce qu'il pense, à ce moment-là, peut-être qu'on peut entrer en conversation avec cette personne si on voit qu'il y a une ouverture. Mais pour moi, il n'y a aucune... il n'y a pas de systématique à avoir. Enfin, les choses ne sont pas blanches ou noires. Enfin, c'est vraiment... Tout à fait. Christophe, Sam, quelque chose à ajouter en complément sur cette question? Non? Moi, j'ai fait une conférence d'1h30 sur la question, donc je ne vais pas la ressortir maintenant. Okay. Je vais quand même la recommander. Ouais, vas-y. Donc, la conférence s'appelle « Comment faire comprendre à quelqu'un qu'il a tort et pourquoi c'est une mauvaise question ». Et ce qui est très important dans cette conférence, c'est que je donne un outil, à mon sens, très puissant pour accompagner quelqu'un dans l'exploration de ses propres croyances et qu'il puisse lui-même se rendre compte de ce qui soutient ses propres croyances. Après, c'est un outil extrêmement dangereux parce que, comme le dit Elisabeth, voilà, il y a plein de trucs. Et c'est même pas juste les trucs où quelqu'un peut s'effondrer parce qu'il a plus sa croyance. Il y a des trucs, on n'a juste pas à aller critiquer ça ou à aller l'enlever. Dans ma conférence, je crois que je cite l'exemple de je sais pas, tu as ton grand-père qui vient de décéder, et puis ta grand-mère, elle croit que le petit oiseau qui vient siffler dans le jardin tous les matins, c'est un signe de ton grand-père. Mais foutez la paix à votre grand-mère, quoi. Tout à fait. Ça n'a aucun sens. Et le problème, c'est que quand on découvre, comme ça a été mon cas, hein, je plaide totalement coupable, quand on découvre les méthodes de la pensée critique, on est dans une telle exaltation, enfin en tout cas, certaines personnes sont dans une telle exaltation au début, qu'on n'a plus envie de rien laisser passer. Et donc, sur les réseaux sociaux, on ne laisse plus rien passer. Ah, là, tu as fait un argument d'autorité. Ah, là, tu as fait un ci, un ça. Et puis, alors, avec la famille, quoi, mais tu bouffes du pain sans gluten, mais c'est n'importe quoi, etc., etc. Et ça, c'est une vraie catastrophe. C'est vraiment le pire qu'il puisse y avoir. C'est pour ça que les outils de la pensée critique ou de la zététique sont des choses qui doivent servir avant tout pour soi. Et je le dis vraiment pour tous les débutants qui pourraient nous regarder, les débutants entre guillemets, à ma connaissance, je ne connais pas un seul sophisme ou un seul biais cognitif qui soit une bonne raison de dire qu'une affirmation est fausse. C'est toujours une bonne raison de douter ou de plus vérifier l'affirmation de la personne, mais jamais de dire qu'elle est fausse. Il y a toujours des subtilités à comprendre. Toutes les fois où j'ai discuté avec donc j'ai une émission qui s'appelle Versus sur ma chaîne où je discute avec des personnes très polémiques. À chaque fois que j'ai discuté avec des personnes comme ça, je me suis rendu compte que je n'avais en fait aucune idée de qui j'invitais sur ma chaîne. C'est un peu comme quand tu vas visiter un pays pour la première fois, tu as l'idée que tu t'en fais et cette idée va être remplacée par la réalité que tu as rencontrée. Et au moment où tu reviens chez toi, tu peux repenser à ce que tu imaginais avant et faire la différence. Généralement, tu étais à côté de la plaque. C'est la même chose pour les gens, même pour les gens qui exposent leurs connaissances sur Internet, etc. Dès qu'on explore avec eux, non pas ce qu'ils pensent ou ce qu'ils affirment, mais pourquoi ils le pensent comme ça, comment ils en sont venus à formuler tout ça, on découvre
on découvre des choses même intéressantes, alors que la conclusion nous semble fausse. On peut découvrir des belles philosophies, on peut découvrir voilà. Donc, je ne sais même plus c'était quoi la question. Je suis parti en live. C'était sur ne faut-il pas mieux laisser les gens, laisser, oui, c'est ça. Voilà, laisser les gens croire leur théorie plutôt que de les forcer à la compréhension. Oui, il faut toujours laisser croire les gens leur truc, sauf si effectivement il y a une situation dangereuse, auquel cas ma conférence, comment faire, voilà, si il y a quelqu'un qui typiquement a arrêté sa chimio parce que il a vu qu'il fallait prendre de l'homéopathie, je sais pas, j'invente. C'est peut-être intéressant d'utiliser les outils que je donne dans cette conférence, qui ne seront pas des outils de contradiction, mais qui seront des outils qui amèneront la personne à se demander pourquoi elle a fait ce choix, et est-ce que c'est vraiment cohérent avec son propre mode de réflexion. Justement, tu voulais ajouter quelque chose? Non, pas spécialement. Non. Je vais prendre une dernière question qui fait le lien. Mamadou qui nous demande: j'ai l'impression que le fait de vouloir vivre dans un monde peuplé de gens plus rationnels renvoie à l'idée de débat, société plus serein, moins hooligan. Est-ce un objectif caché? Bon, non, je pense pas. Vas-y, Sam, je t'écoute. Je trouverais ça même dommage, personnellement. D'accord. Je pense que de nouveau, toute la palette des émotions doivent s'exprimer, et c'est comme ça qu'on vit, qu'on est humain. Et je pense que même si on était plus rationnel, on aurait encore des grands coups de gueule. Je veux dire, en plus, la rationalité s'applique très très mal ou très difficilement ou très boiteusement à toutes les questions d'opinion. Elle fonctionne très très bien sur les questions factuelles. Bon, ça se discute, hein, il y a plein de subtilités, etc. Mais ça ne servirait pas à grand-chose, ça ne changerait pas tellement de choses, en fait, si on était tous rationnels, je pense. Ouais, Christophe? Ouais, moi, c'était un petit peu le début de mon projet il y a 5 ans. Effectivement, j'avais 2 objectifs. Je me disais que qu'est-ce qui freine l'avancée vers un monde qui soit meilleur pour tout le monde, où on puisse vivre tous en meilleure harmonie en prenant des décisions meilleures. Il y a la rationalité, il y a plein de trucs irrationnels qui nous freinent un peu. Mais j'avais un deuxième objectif, hein, c'est celui dont vient de parler notre auditeur, là, c'est le hooliganisme, la façon de parler, la façon de communiquer, notre façon d'exposer nos idées face à quelqu'un qui n'est pas du même bord, qui est dans l'autre camp. On s'enflamme tout de suite directement, c'est impossible de créer un quelconque débat. Et donc du coup, moi, les 2 choses que j'aimerais changer dans le monde-là, c'est peut-être un petit peu plus de décisions rationnelles, en particulier dans les décisions communes, l'argent public. Celui qui veut croire que la Terre est ronde ou plate ou triangulaire dans son coin, il ne me dérange pas. Hein. Mais il y a des fois où j'aimerais qu'on s'appuie un petit peu plus sur les données pour prendre des décisions. Mais j'aimerais aussi qu'on soit moins attaché à nos bannières, qu'on défende moins notre équipe. Notre équipe, ça peut être notre équipe de football, ça peut être notre parti politique, ça peut être notre nationalité, notre race, notre genre, et qu'on se détache un petit peu de toutes ces étiquettes. Moi, quand j'étais adolescent, je m'étais, comme le disait un petit peu Sam, attaché à la pensée critique, à la scepticisme et à la zététique. Et si jamais il y a une critique qui arrive, il faut absolument que je trouve un moyen de la démonter. Maintenant, quand je vois sur les réseaux sociaux les critiques des zététiciens qui sont trop comme ça, je me détache complètement de cette étiquette et je me dis des fois ils méritent. Hein, voilà. Je me sens un petit peu plus détaché de toutes mes étiquettes, de ma nationalité, de mon parti politique ou de tout ça. Maintenant, j'analyse ça comme si c'était des choses qui sont à côté de moi. Quoi. Ça, c'est quelque chose qu'essaie de vulgariser très bien Lé de la chaîne Science for All, oui, par exemple, effectivement, qui parle un peu de rationalité, mais surtout, il parle de comment moins réagir en hooligan et faire en sorte que nos pensées ou au moins nos étiquettes ne soient pas nous et qu'on ne se sente pas attaqué quand quelqu'un attaque notre étiquette, notre religion, par exemple, typiquement. Elisabeth, tu veux ajouter quelque chose? En fait, je pense qu'il y a une confusion quand on parle de ça, quand on oppose rationalité et émotion. Ces 2 notions ne sont pas opposées, elles cohabitent en permanence et on ne peut pas être rationnel sans émotion et on n'a pas d'émotion sans rationalité. J'ai d'ailleurs fait une émission en 3 épisodes d'1 heure avec un docteur en neurosciences cognitives sur ce sujet parce qu'on a toujours tendance, ce réflexe-là en tout cas, à opposer les 2. En réalité, ils sont tout le temps là. Ils sont tout le temps là. Quelqu'un d'émotionnel va raisonner dans son émotionnalité. Il a des raisons d'être émotionnel.
Voilà, et un rationnel utilise son émotion pour justifier ses arguments. Enfin, je veux dire, c'est toujours lié. Mais là où je rejoins totalement Christophe, c'est sur les questions d'étiquette et d'identité. Quand on s'identifie, donc là c'est ailleurs que dans la question de la rationalité et de l'émotion, c'est dans la manière dont on se perçoit. Si on se perçoit de manière émotionnelle ou rationnelle comme appartenant à un groupe, comme étant français ou un homme plutôt qu'une femme ou de telle religion ou de tel groupe ou de tel club de foot, partisan de tel club de foot, on va projeter sur nous-mêmes, on va s'imposer des réactions stéréotypées, des réactions formatées, très formatées, qui sont en accord avec ce groupe. Et donc, on n'agira pas avec notre propre rationalité, notre propre émotion personnelle. Je ne sais pas comment on fait. Et donc, voilà. Et donc, ça, pour moi, c'est très important. De se rendre compte à quel point on a tous cette tendance-là, parce que cognitivement parlant, c'est un raccourci très utile, de se dire je fais partie de telle catégorie, donc je vais réagir de telle manière. Mais quelquefois, c'est très contre-productif. Voilà. Donc, c'est bien de rester à l'affût de ces identités, de ces raccourcis, en fait, de ces étiquettes qu'on se donne. Et qu'on donne aux autres aussi, d'ailleurs, ce qui nous fait réagir, parce que l'autre, il n'a pas la même étiquette que nous, donc forcément, on va de manière très raccourcie aussi avoir une idée préconçue sur l'autre ou sur la manière dont on doit réagir face à l'autre. Ok, je vais rappeler où on peut vous retrouver et puis on va passer au mot de la fin. Donc Sam, on peut te retrouver sur la chaîne Monsieur Sam, point d'interrogation, c'est bien ça? C'est bien ça, avec MR pour monsieur, ce qui est une faute d'orthographe, mais pas spécialement, parce qu'il paraît qu'on peut quand même écrire ce qu'on veut et que ça pourrait changer un jour. Ok, Christophe, on peut te retrouver sur la chaîne Hygiène Mentale. Oui. Voilà. Et Elisabeth, sur toutes les plateformes streaming, il me semble, avec le podcast Méta de choc. Absolument, sur toutes les applis en fait, de podcast, que ce soit Deezer, Spotify, et je le dis parce que la plupart des gens ne connaissent pas encore les podcasts, mais il y a bien sûr Apple Podcast, Google Podcast, Google Play, et puis Podcast Addict, qui sont des plateformes sur des applis qu'on trouve sur le téléphone portable. Et je suis également présente, comme tu le disais, sur Skepticon et sur YouTube. Mais donc, c'est principalement de l'audio, même s'il y a quelques petites vidéos de présentation, c'est de l'audio. Ok, est-ce que vous avez un mot de la fin? J'aimerais un mot de la fin, soit un conseil ou une impression, ou ce que vous voulez pour justement la communauté des vulgarisateurs, des médiateurs. Qu'est-ce que vous auriez à délivrer? Ça peut être un conseil, même si ça fait un petit peu peut-être présomptueux, ou juste une impression, quelque chose. C'est pas facile, hein. J'écoute Sam. Allez, à ton honneur. Mais moi, j'ai rien d'autre à dire que ce que je dis toujours, ce que je répète à la fin de chacune de mes vidéos, avec tout ce que ça implique. Je dis toujours, prenez soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs dans le crâne. Ça ne veut pas dire prenez ma méthode et utilisez-la pour mettre des trucs dans le crâne. Ça veut dire prenez soin, évaluez vous-même si vous êtes en train de la soigner ou si vous êtes en train de la laisser vivre sa vie, cette méthode. Est-ce que vous choisissez ce que vous vous mettez dans le crâne? Est-ce que vous choisissez le filtre avec lequel vous mettez les choses dans le crâne? Que ce soit le filtre que je propose ou un autre filtre. C'est tout ce qui m'importe. Et je parie, c'est vraiment mon pari, que si on laisse juste les gens être conscients qu'il faut surveiller son filtre, pas leur dire quel filtre mettre, mais juste dire attention, il y a un filtre, il faut le surveiller. Si on fait juste passer ce message-là, ce sera suffisant. Christophe? Que dire après cela? Si, j'aimerais dire à tous les vulgarisateurs, les vidéastes, les blogueurs, les journalistes scientifiques qui veulent parler de science, de faire très attention dès qu'ils veulent traiter l'actualité ou la pop science ou la fringe science, c'est-à-dire les derniers résultats un peu sexy, la dernière étude en date qui, si elle était vraie, changerait complètement ma vision du monde. Car très souvent, ces genres de sujets-là
avec le recul, on se rend compte que c'était pas si sensationnel que ça ne remet pas tellement en question ma vision du monde, et que même si c'est controversé ou si c'est tout nouveau, il y a des chances que ça change très rapidement. Samuel sait très bien de quoi je parle. Toi-même, Julien, à Futura Science aussi. Oui. Dès qu'on traite le flux continu de l'actualité scientifique, comme BFM Télé traite le flux continu de la criminalité, ça mène jamais à rien de bon. La pensée critique, c'est aussi savoir prendre un peu de recul et de pouvoir avoir une vision d'ensemble des sujets. Et ça nécessite de parfois sacrifier l'envie que l'on a d'avoir une opinion sur absolument tous les sujets qui intéressent tout le monde absolument maintenant, aujourd'hui, tout de suite. Laissons le temps s'écouler. Ok, Elisabeth? Moi aussi, dans la même veine, en fait, moi, je ne peux qu'inviter tout un chacun à se demander pourquoi il ou elle pense ce qu'il ou elle pense. Pourquoi on pense qu'on pense. Pourquoi est-ce qu'on a telle opinion? D'où ça nous vient? Mais vraiment, d'où ça nous vient? Pas ah oui, j'ai un bon argument, donc j'ai raison. Mais pourquoi je suis si attachée à cette opinion? Pourquoi je suis attachée à cet argument? D'où me vient cette pensée? Peut-être qu'elle ne me vient pas de là où je crois, en fait. Voilà. Et quelquefois, on est sûr de nous parce qu'on a des arguments qui nous semblent solides. Et puis, il y a un petit biais cognitif qui est passé par là et qui, en fait, est suffisant pour que toute notre démonstration soit complètement biaisée. Et pourquoi on a cédé à ce biais cognitif? Parce qu'il y a une raison qui est derrière et qui est cachée, dont on n'a pas conscience, qui est parce que ça va tout simplement aller dans le sens de notre culture ou de notre éducation ou d'expériences qu'on a déjà eues dans le passé et qu'on va confirmer, qu'on va vouloir confirmer grâce à une super élaboration, un super argumentaire. Donc, moi, je ne peux qu'inviter tout un chacun à se prêter au jeu de se questionner pourquoi je pense ce que je pense sur tel ou tel sujet. Voilà. Ok, merci à tous les trois. Encore merci d'avoir été présents pour ce live et on souhaite une bonne soirée à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Salut.